toujours un plaisir de vous retrouver pour vous partager l'essentiel de l'information sur cette info au sommaire de cette nouvelle édition. À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les affaires maritimes conduisent la sécurité du transport lagunaire, un mode de déplacement emprunté chaque jour par des milliers d'usagers. La date de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football approche. Ouvert depuis le 23 juillet, le dépôt des candidatures se poursuivra jusqu'au 10 août prochain. Et puis en France, Zinedine Zidane prend officiellement les commandes de l'équipe des Bleus. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons tout de suite ce journal par la rubrique Indépendance. À l'occasion de sa couverture spéciale consacrée aux activités de la commune de Yopougon, hôte des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, cette info s'intéresse au transport lagunaire, un mode de déplacement emprunté chaque jour par des milliers d'usagers. Pour assurer leur sécurité, les affaires maritimes déploient un dispositif de contrôle permanent avant chaque départ. Immersion à la gare lagunaire des Pinas de Yopougon à Bobo-Doumé, où la vigilance est de mise avec Lucien Aoussi et Carmel Yao. Plus de 10 000 passagers transitent chaque jour pour rejoindre leurs différentes activités. Pour assurer leur sécurité, les agents des affaires maritimes, notamment ceux de la direction de la police maritime, et de la logistique navale effectuent des contrôles systématiques avant chaque embarquement. Vérification des passagers, des conditions de navigation et des équipements de sécurité, rien n'est laissé au hasard. À l'instar du transport terrestre, le transport lagunaire est soumis à des règles strictes. Chaque pinasse est notamment équipé d'un gilet de sauvetage pour chaque passager. Dans la zone d'Abobo-Doumé, ils sont pratiquement 28 transporteurs qui transportent environ pour la seule matinée, environ 10 000 passagers. Et notre rôle ici, c'est d'éviter qu'il y ait des surcharges, mais d'abord nous procédons au contrôle documentaire, puisque la Direction générale des affaires maritimes délivre des documents, des autorisations pour leur permettre d'exercer leur activité en bonne et due forme. Voilà. En ce sens que nous effectuons les visites techniques qui viennent de l'administration maritime à partir des inspecteurs qui délivrent des certificats de visite. Et donc, quand nous contrôlons ces certificats de visite-là, ça nous permet de savoir le bon état de navigabilité de l'engin. Il y a aussi les équipements de lutte contre l'incendie, voilà, que nous contrôlons. En tout fait, tout cela pour nous rassurer que le navire est en bon état et qu'il transporte les personnes en toute sécurité. Les usagers saluent ce dispositif de contrôle qui renforce leur sentiment de sécurité lors des traversées. On n'a pas vraiment peur de monter dans le bateau parce que je pense qu'il y a la sécurité. Et en montant dans le bateau, ils mettent des escaliers pour pouvoir monter dans le bateau. J'encourage les populations de Yopougon de ne pas avoir peur de prendre les bateaux parce qu'il y a même les affaires maritimes qui sont là, qui veillent aussi sur la sécurité. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je prends la pinasse parce que c'est un moyen rapide et puis le cadre est sécurisé. J'invite ceux qui ont peur de prendre la pinasse parce qu'ils se disent que c'est pas de sécurité. Bon, je leur dis de venir quoi. Jusqu'à présent, il n'a pas encore eu de dégâts. Donc. À travers cette présence permanente sur les quais, les affaires maritimes réaffirment leur engagement à garantir des traversées plus sûres et à protéger les usagers du transport lagunaire. À l'approche de la fête nationale, l'indépendance de la Côte d'Ivoire conserve-t-elle la même signification pour les Ivoiriens? Entre fierté, bilan et espoir pour demain, nous avons recueilli leurs témoignages et c'est au micro de Salomon Guidi. L'indépendance, ça représente pour moi une grande fierté et beaucoup de mémoire. Quand je vais parler de mémoire, de souvenirs, nous savons tous d'où la Côte d'Ivoire est sortie. Après tant de crises, après tant de difficultés, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de coins, des villes rayonnées, voilà, avec beaucoup de beauté, de fierté. Et vraiment, c'est un plaisir. Bon,
L'indépendance de la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est le jour où la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. C'est le jour où la Côte d'Ivoire a été ressuscitée parce qu'avant, on dépendait des Blancs. Mais depuis le 7 août 1960, nous avons eu notre indépendance. Donc vraiment, c'est une joie, c'est une fête nationale pour la Côte d'Ivoire. Ça fait déjà 66 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. Depuis le 7 août 1960. 66 ans après, je pense que la Côte d'Ivoire a fait un pont à saluer. C'est une fête nationale et en tant qu'Ivoirien, je suis bien fier de vivre cette fête. Alors, ce qu'il faut déjà commencer par dire, c'est que l'indépendance, c'est le jour où un pays devient libre et puis où le pays devient, en fait, devient presque maître de son destin. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que cette fête, elle célèbre essentiellement deux choses. Plusieurs choses, on va retenir essentiellement deux choses. Elle célèbre la fin de la colonisation et puis elle célèbre aussi la naissance d'un État. C'est ce qu'il faut aussi tenir compte. Mais il y a un autre aspect aussi qui se dégage aussi de la célébration de la fête nationale, c'est la portée historique, parce que c'est une fête qui permet de rendre un hommage d'abord à ceux qui travailler pour le vie. C'est un moment aussi de célébrer la liberté acquise par le pays. Et puis il y a de façon pratique des célébrations qui sont faites. À l'occasion de cette journée-là, il y a présent le discours à la suite du chef d'État, il permet de faire un plan d'étape de sa gouvernance. Il y a aussi les défilés militaires qui est l'un des moments clés de ces célébrations. Puis il y a aussi assez faux. Cette fête populaire, souvent, concerts qui sont organisés à l'intention des populations de célébrer un peu ce moment important, ce moment, on va dire, ce moment charnière en fait, c'est un moment pour un pays de faire une pause et puis de se souvenir du combat qu'il y a permis d'accéder à la souveraineté. C'est ici que nous refermons cette rubrique consacrée à l'indépendance. Au pôle pénal économique et financier, l'affaire opposant la coopérative COFES à plusieurs prévenus, dont le dirigeant de Prime Prestige SAS, Mohamed Adnan Achirou, a connu un nouveau développement. Après les explications de Mohamed Adnan Achirou, devant le tribunal du pôle pénal économique et financier et les échanges entre les différentes parties, les juges ont décidé de renvoyer l'affaire. Les débats reprendront le 22 octobre prochain afin de poursuivre l'examen du dossier et d'entendre, le cas échéant, les autres observations avant la suite de la procédure. L'intelligence artificielle transforme progressivement les administrations publiques, mais comment tirer parti de ces avantages tout en préservant les droits des citoyens? À Abidjan, un panel de haut niveau a réuni experts et institutions autour de ces enjeux: innovation, protection des données, cybersécurité et garantie juridique, autant de questions qui étaient au cœur des échanges lors de ce panel. Un compte-rendu de Samson Oula commenté par Zénab Goumbri. La permanence du médiateur de la République a accueilli un panel institutionnel consacré au thème « Intelligence artificielle et institutions de médiation, opportunités, risques ou garde-fous ». Cette rencontre a réuni experts du ministère de la Transition numérique et de l'innovation technologique, de l'ARTCI, de l'ANSSI, ainsi que des spécialistes du monde juridique. Les discussions se sont articulées autour de 4 axes majeurs: l'intégration de l'intelligence artificielle dans les services publics, la gestion responsable des données sensibles, la prévention des cybermenaces et les garanties juridiques destinées à protéger les citoyens. Pour nous, l'IA est incontournable aujourd'hui dans la vie même et dans toutes les actions que nous avons à mener. Et c'est la raison pour laquelle je salue la présence du ministre en charge de tout ce qui est lié à l'IA. Et pour nous, en tant que médiateurs, il est important, l'IA peut nous permettre aujourd'hui de mieux recevoir les requêtes que nous avons
de mieux communiquer avec les citoyens et de faire en sorte qu'effectivement nous puissions prendre les décisions qui peuvent nous permettre de protéger l'ensemble des citoyens. Nous devons intégrer l'intelligence artificielle dans le quotidien de la prise de décision, de l'accélération des procédures qui sont à traiter. Et par la suite, nous allons définir une architecture matérielle, d'infrastructure, pour pouvoir supporter cette vision-là, pour pouvoir arriver à ensuite définir les bons algorithmes qui vont les aider à mieux recevoir les requêtes des citoyens, à mieux s'inspirer de ce qui s'est passé historiquement, de traiter ce dossier et finalement à accélérer le processus de conciliation en ayant surtout des éléments probants et vérifiables qui vont être proposés à tous ceux qui solliciteront la médiation de cette institution. En ouvrant ce cadre de réflexion, les institutions ivoiriennes affichent leur volonté d'anticiper les défis liés à l'intelligence artificielle et d'en faire un levier de modernisation, de transparence et d'amélioration du service rendu aux citoyens. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football se tiendra le samedi 12 septembre 2026 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ouvert depuis le 23 juillet, le dépôt des candidatures se poursuivra jusqu'au 10 août. À quelques semaines du scrutin, plusieurs personnalités sont déjà citées parmi les potentiels prétendants à la tête de l'instance dirigeante du football ivoirien. Plus de détails dans ce reportage de Serge Kofi et Hermine Taïdi. L'élection enregistre à ce jour 3 candidats déclarés. Le premier est le président sortant, Yacine Idriss Diallo, qui brille un nouveau mandat de 4 ans. Et a fait l'essentiel de sa carrière en club, en Italie et au Portugal. Élément clé de la génération dorée des éléphants, conduit par le capitaine Didier Drogba, il a participé à 2 CAN 2006-2008 et une Coupe du Monde en 2006. Président de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, il s'était illustré comme un soutien de Didier Drogba lors de la précédente élection de 2022. Après l'échec de ce dernier, Zoro Marc-André a officialisé sa décision sur les ondes de Radio Nostalgique en septembre 2025. Le troisième candidat est déclaré Souleymane Cissé, le président du Racing Club d'Abidjan. Un peu moins connu que ses adversaires, Cissé Souleymane n'est pas pour autant un néophyte dans le milieu du football. Il est né le 10 août 1977 à Bona et a été footballeur dans plusieurs clubs de 3e et 4e division en France, ainsi que des réserves de clubs professionnels en Europe, avant de se reconvertir en tant que formateur, recruteur et directeur sportif. À ce titre, il obtient une notoriété en travaillant pour plusieurs clubs français, parmi lesquels Evian Tonon Gaillard, AS Monaco, Girondins de Bordeaux et l'OGC Nice. Titulaire du diplôme d'entraîneur supérieur, l'équivalent de la licence A UEFA, Cissé Souleymane a eu sous ses ordres, au centre de formation de l'AS Monaco, un certain Kylian Mbappé. Il a annoncé sa candidature le 12 février dernier lors d'une conférence de presse.
Un nom est de plus en plus évoqué dans la presse et sur les réseaux sociaux comme potentiel candidat. C'est celui de Malick Toé, vice-président du comité exécutif actuel de la FIF. Toutefois, il n'a pas encore lui-même annoncé sa candidature. Malick Toé Adam Francis est un homme d'affaires, chef d'entreprise, mécène du show business et dirigeant sportif, né le 17 janvier 1968. Il a été vice-président de l'Africa Sport, troisième vice-président en charge du marketing sous Sidi Diallo, membre de la commission des compétitions de jeunes à la CAF, président d'honneur au club Omnisport de Korogo, alors en Ligue 2. Depuis 2022, il occupe le poste de vice-président de la FIF et a été élu PCA du COK le 13 avril 2024. La CAN féminine 2026 est bel et bien lancée. Pour leur entrée en lice dans le groupe B, les éléphantes de Côte d'Ivoire ont parfaitement négocié leur premier rendez-vous en s'imposant avec autorité face au Burkina Faso 4-1. Et c'était hier soir à Casablanca. Une victoire convaincante qui permet aux Ivoiriennes de prendre la tête du groupe et de lancer idéalement leur campagne continentale. Ouvrons à présent la page internationale. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, Zinedine Zidane prend officiellement les commandes de l'équipe de France. Le plus grand défi de sa carrière d'entraîneur commence. Présenté ce mardi 28 juillet 2026 par la Fédération française de football, l'ancien numéro 10 des Bleus a affiché son émotion et ses ambitions. Le reportage d'Idrissa Diané avec le commentaire de Fatou Kaloga. Il retrouve le maillot bleu, cette fois sur le banc de touche. 8 ans après avoir quitté la sélection comme joueur, Zinedine Zidane ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l'équipe de France. Présenté officiellement devant la presse, le champion du monde 1998 n'a pas caché sa fierté de devenir sélectionneur des Bleus. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid. C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. De légende des Bleus à sélectionneur national, Zinedine Zidane poursuit une trajectoire hors du commun. Au Nigeria, une nouvelle attaque meurtrière endeuille l'État de Kaduna dans le nord-ouest du pays. Au moins 30 personnes, dont 8 enfants, ont été tués lundi lors d'une incursion menée par des hommes armés dans le village de Naridon, relevant de la circonscription de Kaourou. Les assaillants ont ouvert le feu sur les habitants avant d'incendier plusieurs habitations. L'attaque, qui n'a toujours pas été revendiquée, vient de raviver les inquiétudes liées à l'insécurité persistante dans cette région confrontée aux violences de groupes armés. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. Et surtout, n'oubliez pas que vos avis nous intéressent. Vous êtes donc invités à scanner le code QR qui apparaît maintenant à l'écran pour donner vos avis sur cette info, la première chaîne d'information continue de Côte d'Ivoire. Au revoir.